Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. 16 000 hectares partis en fumée en un peu plus de 48 heures, un mort, des dizaines de blessés, des centaines de maisons et de véhicules détruits. Dans l'Aude, les pompiers viennent à peine de fixer le pire incendie qu'ait connu la France depuis plus de 50 ans. Et pourtant, la bataille est loin d'être terminée. 980 soldats du feu sont encore mobilisés sur le terrain, certains au prix de leur santé, pour traiter près de 90 km de lisières et éviter toute reprise. Et derrière ces images spectaculaires, une réalité plus silencieuse, celle d'un service public du feu asphyxié par le manque de moyens humains et matériels. Aujourd'hui, dans notre nouvel entretien d'actu, Laurent Guillotot, sous-officier au SDIS des Bouches-du-Rhône et représentant CGT, vient dénoncer cet abandon et alerter. Sans un changement radical, ces catastrophes ne feront que se multiplier. Et nous serons de moins en moins armés pour y faire face. Votre entretien d'actu, c'est tout de suite sur le Média. Monsieur Guillotot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui pour faire peut-être un point sur ce qui se passe actuellement dans l'Aude. Aujourd'hui à midi, peut-on faire un petit point tout d'abord avant de commencer sur la situation où est-ce que le feu en est? Il a été maîtrisé depuis hier soir. Est-ce qu'on peut peut-être, vous pouvez nous faire un petit point là sur ce qui se passe? Oui, dans un communiqué de presse de la préfecture de l'Aude, ils ont transmis le message comme quoi le feu était fixé. Alors, fixé, ça veut pas dire éteint, hein, c'est le feu ne progresse plus, mais par contre, il peut toujours y avoir des reprises. C'est pour ça que on mobilise toujours des agents sur le terrain et aussi aux besoins des moyens aériens selon l'évolution du sinistre. Donc pour le moment, il faut rester très vigilant. Ils ont passé feu fixé, mais ça n'empêche pas que le feu, avec les conditions climatiques qu'on rencontre dans le sud-est de la France, mais aussi dans l'Occitanie, qu'on ait une reprise de feu dans les prochaines heures ou même prochains jours, hein. Ça arrive régulièrement que les feux se réactivent après quelques jours. D'accord, donc vous appelez à la vigilance, je suppose. On doit rester vigilant par rapport à ce qui se passe là actuellement. Oui, oui, tout à fait. On doit rester vigilant. On a eu le développement d'un feu qui a été quand même relativement important, comparé, même inédit par rapport aux 50 dernières années. Donc, il faut rester relativement vigilant et ne pas trop, j'ai envie de vous dire le terme, s'enflammer et garder de la prudence, notamment sur l'évolution de ce sinistre. D'accord, merci beaucoup pour ce point. Il s'agit du pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français. Comment on l'explique ce feu, Monsieur Guillotot? Comment on explique quelque chose d'aussi important, un feu aussi important finalement? Bah, pour le développement d'un feu, il y a quand même plusieurs facteurs, hein. Donc, on parle bien régulièrement, et notamment c'est dans les sujets d'actualité, de la sécheresse, hein. Bon, la région de l'Aude, notamment ce secteur-là, n'a pas subi de pluies conséquentes durant l'hiver et le printemps. Donc il y a ce premier facteur. Depuis plusieurs années, on a quand même des étés qui sont relativement chauds et de plus en plus chauds. Et ben, un facteur on va dire, on va être notre ennemi numéro un sur les incendies de forêt, hein, c'est le vent, qui est un facteur qui accélère l'éclosion, mais aussi le développement du feu. Et ce vent joue souvent avec nos nerfs parce que peut très vite s'orienter ou même changer de direction assez rapidement, qui ne facilite pas la tâche des sapeurs-pompiers et des avions. Le feu, il est lié, on est d'accord, directement au réchauffement climatique, je présume également. Un feu de cette ampleur-là, de cette taille-là, c'est quand même assez inédit. Oui, tout à fait, mais il y a une part du réchauffement climatique. Après, il y a une part aussi de responsabilité. On le rappelle souvent, et tous les médias et même les services départementaux d'incendie et de secours font de l'appel à la prévention et aussi aux 90% des départs de feu qui peuvent être liés à des facteurs humains. Donc, oui, il y a le réchauffement climatique. Il y a les conditions dans lesquelles, fin de journée, où on avait une baisse de l'hygrométrie, un vent quand même relativement soutenu sur ce secteur-là, et puis des végétaux qui étaient en stress hydrique. Donc on avait
tous les éléments nécessaires pour un départ de feu de cette virulence. Et justement, j'en profite pour faire une transition, peut-être par rapport aux responsabilités humaines. En tout cas, il y a une polémique autour de la réduction budgétaire de Gabriel Attal en février 2024. On est passé de 4 à 2 Canadair commandés. Et c'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2022. Nous en avons 12 aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. C'est un volume de commandes inédit quand on regarde ce que nous avons fait ces dernières décennies. Là encore, 2 de ces Canadair remplacés le seront grâce au fonds européen du mécanisme Rescue. Ce seront des Europe Air, si l'on devait traduire ce geste éminent de solidarité sur la coque de nos appareils. Et quelle est la stratégie que nous allons poursuivre? Nous faisons le choix, que je confirme ici solennellement, de les remplacer et de porter notre flotte à 16. Alors vous, quel est votre sentiment et votre analyse par rapport à tout ça? Nous, on partage votre analyse, en fait. La grande annonce de 2022, après la saison qui a été catastrophique, avec les feux majeurs de Landiras, la Teste de Buch, et tous les autres qu'on peut citer, dans toute la France, c'est passé par l'Anjou, c'est passé par la Bretagne, le Jura. Emmanuel Macron s'était engagé, en plus de la flotte aérienne, comme vous l'avez dit, mais aussi de racheter des CCF, des camions citernes feux de forêt supplémentaires à hauteur de plus de 1000 CCF. Mais on aime bien rappeler à la CGT, c'est que ces CCF-là, ils ont été supprimés les 10 années précédentes par les services départementaux d'incendie et de secours. Donc on va juste remettre notre flotte de moyens feux de forêt à la hauteur qu'ils étaient il y a 10 ans. Sans pour autant ne pas oublier, c'est que nous sommes soumis à une vétusté de nos véhicules, parce que les collectivités locales, les conseils départementaux et les mairies voient leur budget année par année réduit par les différentes gouvernances. Donc en fait, on joue sur les dotations de matériel, on joue sur les dotations de personnel et la ressource humaine. Et là, on a l'exemple de la flotte aérienne où en fait, ils ont réduit depuis 2022 les achats prévus sur les Canadair. Alors, je veux bien écouter les effets d'annonce qu'a pu faire M. Bayrou, mais c'est encore des effets d'annonce pour dire qu'ils veulent faire quelque chose, mais le résultat ne sera pas celui qu'on attend, malheureusement. Vous pensez qu'il y a des jeux, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vies qui sont mises en jeu avec de telles décisions, avec de telles coupes budgétaires? Vous, est-ce que vous alertez aujourd'hui? Complètement. Bon, déjà la première chose, c'est qu'on joue avec la santé des intervenants, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les bénévoles des associations de la sécurité civile qui peuvent intervenir en soutien de nous, notamment sur la partie logistique, accueil des sinistrés. Mais on joue aussi avec la sécurité des agents. Aujourd'hui, avec les politiques différentes qui ont pu être menées, malgré les alertes des organisations syndicales et de la CGT, on réduit le nombre d'agents pour faire plus. On aime bien le rappeler, nos interventions ne font que évoluer, mais on a des effectifs qui stagnent, voire qui se réduisent dans certains territoires. Et par-dessus ça, on a des engins qui n'ont pas été renouvelés, des normes de sécurité qui ont évolué. Et aujourd'hui, on peut le dire honnêtement, on joue avec la sécurité des agents, mais on joue aussi avec la sécurité du contribuable qui subit en fait de plein fouet la distribution des secours et aussi notre maillage territorial qui est dégradé par tous ces effets que je vous ai déjà présentés. Et est-ce qu'il y a des départements qui sont actuellement touchés, qui sont concernés par ces baisses budgétaires? Par exemple, dans l'Aude, quelle est la situation aujourd'hui? Bon, je connais pas, et je voudrais pas dire de bêtises, donc je connais pas la situation budgétaire de l'Aude, mais on peut parler nationalement. Aujourd'hui, les économies qu'a encore annoncé dans le projet de loi de finances de 2026, Monsieur Bayrou, avec ses 44 milliards d'économies, on va se le dire franchement, le budget de la sécurité civile sera impacté, les budgets des polices seront impactés, et tous les budgets en fait de la sécurité intérieure seront impactés. Donc oui, et aujourd'hui, le lancement du Beauvau de la sécurité civile qui devait refaire ressortir un projet de texte de loi, des avancées pour le monde de la sécurité civile, devait se finaliser par des annonces du ministre de l'Intérieur avant l'été. Maintenant, c'est passé durant l'été.
je pense que ils ne savent pas où ils vont. Et le problème du financement des SDIS a été longuement débattu durant ce Beauvau de la sécurité civile. Mais c'est pas en réduisant les budgets comme ils sont en train de le faire qu'on pourra faire évoluer notre modèle de sécurité civile. Est-ce que vous vous sentez trahi quelque part par notamment les promesses qu'avait fait Emmanuel Macron? Je pense à celle qu'il avait fait en octobre 2022 où il promettait ce fameux renouvellement de 12 Canadair et l'achat de 4 à venir pour 2028. Quand on a vu de telles annonces avec ce qui s'est passé et avec les retours en arrière, notamment faits par Gabriel Attal, puis après par François Bayrou, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de lassitude quelque part? Mais si, on est trahi. On est trahi, et comme je vous l'ai dit en préambule, on joue avec notre sécurité, on joue avec un peu aussi les nerfs des agents, hein, indirectement. Hein. On va reprendre la disponibilité de la flotte aérienne. Hein. Cette année, comme là en 2022, hein, on a connu des journées où la totalité de la flotte aérienne n'était pas disponible. Alors que 2022, ça avait été des choses qui avaient été critiquées, hein, donc d'où le lancement de ces achats de nouveaux moyens aériens. Et oui, on se sent trahi. Et le problème, c'est que aujourd'hui, toutes les annonces gouvernementales ne vont pas dans le sens d'une avancée pour la sécurité civile. On va une nouvelle fois la dégrader. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Peut-être une question sur ce qu'on vous répond. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement quand vous interpellez le gouvernement, quand vous réclamez plus de moyens, quand vous alertez, quand ça concerne directement la vie des gens, la qualité du travail de tous les agents sur le territoire? Comment on vous répond finalement? Qu'est-ce qu'on vous dit? Mis à part des promesses, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont mises en place? En fait, aujourd'hui, il se cache derrière ce Beauvau de la sécurité civile qui pour nous, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à le penser, fera un flop, hein, parce que on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la sécurité civile sur 5 thématiques qui ont été élaborées avec des propositions. Il y a eu des propositions très intéressantes, mais il se cache derrière ces réponses du Beauvau de la sécurité civile. Donc, c'est leur moyen. Et juste pour revenir un petit peu sur les évolutions des différents gouvernements, hein, ça fait quand même plusieurs années que toutes les organisations syndicales, la CGT, mais aussi dans d'autres branches de la fonction publique, hein, parce que durant le Covid, on a parlé beaucoup des hospitaliers. Ouais, je fais le lapsus, hein, c'est que le service public se dégrade depuis des années et il n'y a aucun politique en place qui s'est inquiété aujourd'hui de la dégradation du service public. Parce qu'on parle des sapeurs-pompiers aujourd'hui parce qu'on est au cœur de l'actualité, mais au mois de décembre, on parlait des hospitaliers qui avaient les mêmes problématiques. Oui, donc là, moi, je parlerais plus d'une dégradation des services publics. Alors oui, aujourd'hui, on est dans l'actualité. 2022, on y était, mais 2025 et 2026, on sera toujours dans la même actualité. Oui, donc finalement, c'est beaucoup de promesses, mais pas grand-chose qui change. Concrètement, à quoi vous appelez aujourd'hui les sapeurs-pompiers? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils réclament pour que la situation change durablement? La CGT là-dessus est unanime. On demande des plans de recrutement qui soient adaptés à notre réponse opérationnelle. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, nos conditions de travail se dégradent. La couverture opérationnelle, c'est-à-dire le délai de présentation du premier engin, quand vous allez appeler le 18, se rallonge, c'est-à-dire que le premier engin feu arrivera sur place avec un délai qui sera rallongé. Donc on demande déjà des plans de recrutement qui sont en adéquation avec notre mission de service public, que les sapeurs-pompiers professionnels, alors c'est le petit lapsus, hein, les sapeurs-pompiers professionnels, pour petite information, dans beaucoup de départements, sont obligés de poser des vacances pour pouvoir venir aider leurs collègues dans les départements limitrophes ou dans le sud-est de la France, dans des renforts extra-départementaux. Alors que la loi, qui avait été votée après les incendies de 2022, permet aux sapeurs-pompiers professionnels d'être libérés de leur employeur pour aller participer à des missions d'extra-départementales. Donc en fait, il y a plusieurs sujets dans un sujet. C'est qu'aujourd'hui, nos propres employeurs n'acceptent pas de libérer les sapeurs-pompiers professionnels qui sont des emplois statutaires pour envoyer des pompiers volontaires. Et la deuxième chose, c'est ces pompiers volontaires qui, eux, ont un travail dans le privé, ne sont pas disponibles et corvéables à merci. Donc en fait, on a plusieurs problématiques, et dont celle-là qui aujourd'hui va se dégrader dans le temps.
Donc nous, oui, on veut des engins, on veut de la ressource statutaire, c'est-à-dire créer de l'emploi, renouveler et ne pas annuler les remplacements de départ à la retraite comme ça peut être fait dans certains départements, comme la Vendée dernièrement que j'ai en tête, mais bien d'autres. Donc on veut maintenir et augmenter ces effectifs pour qu'on puisse répondre à un service public de qualité. Très bien. Peut-être une autre question. Vous parliez évidemment et logiquement des moyens humains, recruter plus pour mieux prévenir, mais on le voit bien avec ce qui se passe dans l'Aude et avec ce que je vous disais tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas également inquiétant la baisse du matériel à votre disposition? Je me permets de rebondir et de revenir sur la question des Canadair, parce que ça me semble peut-être assez effrayant qu'il y ait si peu de moyens qui soient alloués à ce niveau-là. Est-ce que ça ne devient pas urgent avec les conditions climatiques actuelles qu'on connaît, avec ce feu immense dans l'Aude, avec peut-être dans les prochaines années de plus en plus de feux à venir? Est-ce que ce n'est pas aussi là l'urgence, la priorité numéro 1? Ah ben, totalement. La priorité, le renouvellement, alors en parlant de la flotte aérienne, mais aussi des moyens terrestres, est une priorité. Concrètement, on l'avait, ça a déjà été écrit en 2022. Le constat avait été fait. Les avancées ne sont pas celles qui étaient attendues. Donc oui, il faut relativement et activement relancer des chaînes de production, notamment en matière de moyens aériens, mais aussi de moyens terrestres. Parce qu'aujourd'hui, on n'était pas loin, je pense, dans certains départements, d'une rupture capacitaire en moyen feu de forêt. S'il y avait eu un autre départ de feu d'une ampleur assez importante sur l'arc méditerranéen, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la capacité matérielle et humaine de répondre au présent. Et qu'est-ce qui se serait passé dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? On fait appel à d'autres forces, d'autres pays qui doivent venir, des collègues d'autres pays qui doivent venir vous épauler? Vous savez, la stratégie aujourd'hui, c'est l'attaque de feux naissants à une attaque massive, c'est-à-dire d'envoyer le maximum de moyens aériens et d'engins le plus rapidement possible pour pouvoir arrêter l'incendie dès son départ. Oui, dans cette situation que je vous ai décrite, c'est-à-dire 2 incendies majeurs, malheureusement, on aurait dû faire appel, comme on l'a fait en 2022, au mécanisme européen de protection civile, aux colonnes de renfort internes à la France, mais à juste titre, on l'a fait déjà les autres années, et on sera amené de plus en plus à le faire. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, Monsieur Guillotot. Peut-être pour conclure, si vous aviez un dernier mot, je suppose que ça serait réagir vite et urgemment par rapport à ce qui se passe. Peut-être une petite précision, est-ce que par rapport à tout ce que vous nous avez dit pendant l'entretien, vous avez des retours en direct des collègues dans l'Aude qui doivent être épuisés à l'heure actuelle, qui sont encore mobilisés? C'est plus de 2000 pompiers qui sont encore mobilisés à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez peut-être déjà des retours, des gens qui vous disent mais on n'en peut plus? Est-ce que vous avez déjà des retours à ce niveau-là? Sur les retours, oui, on a toujours des collègues qui sont engagés. Il y en a qui sont encore repartis hier soir. De toute façon, toutes ces missions-là, notamment avec les conditions climatiques et les fortes chaleurs qui remontent depuis 2 jours, nos collègues reviennent, sont relativement fatigués, épuisés de cette lutte relativement intense. La problématique aujourd'hui, c'est que l'été a commencé relativement tôt dans l'arc méditerranéen avec des départs de feu, notamment l'Aude qui a subi ses premiers feux fin juin. Donc, il va falloir durer dans le temps. C'est-à-dire que là, les effectifs aujourd'hui sont relativement déjà bien entamés et épuisés par les différents départs de feu qu'il y a pu y avoir sur l'arc méditerranéen, mais aussi les départements d'Occitanie. Donc, il va falloir arriver à durer dans le temps et surtout ne pas avoir de blessés et d'accidents. Donc, la première chose, c'est ça. Après, j'aurais quand même un message. Alors, c'est surtout les sinistrés, parce que pour y avoir été les 24 premières heures, on a passé d'un paysage relativement apaisant et paisible à quelque chose de lunaire. Donc, on aimerait aussi avoir un message aux sinistrés, parce que toutes les forces qui ont été mises en place pour préserver les personnes, les biens et l'environnement, mais c'est aussi les sinistrés qui en pâtissent et qui vont avoir de longues et difficiles soirées ou journées pour pouvoir reconstruire le pays de l'Aude. Très bien.
Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Guillotot. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, en vous souhaitant évidemment plein de courage. Et merci d'être mobilisé sur ces feux, et merci d'être là. Merci d'avoir suivi cet entretien. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin, qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr.